J'appelle aujourd'hui à la barre deux hommes, Christian Ranucci, condamné pour l'enlèvement et le meurtre de Marie-Dolores Rambla en 1974, et Jean-Baptiste Rambla, le frère de la fillette, qui va tuer à son tour deux femmes des années plus tard. Et son dernier crime remonte à 2017. Ces affaires sont passionnantes et terribles parce qu'on voit à quel point ce traumatisme dans l'enfance de Jean-Baptiste va avoir des répercussions et faire des victimes 40 ans plus tard. J'espère que vous n'entendez pas le voisin qui écoute du métal à fond à 20 h, sinon on aura un nouveau meurtre à évoquer sur cette chaîne. Notre histoire commence en juin 1974 dans la cité Sainte-Agnès à Marseille. C'est ici que vit la famille Rambla, qui est une famille originaire d'Espagne. Il est aux environs de 11 h et dehors, Marie-Dolores Rambla, qui a 8 ans, joue avec son petit frère Jean-Baptiste, qui est lui âgé de 6 ans. À ce moment-là, une voiture grise arrive, un homme en sort, il dit qu'il a perdu son chien noir et il demande donc aux enfants de l'aider à le chercher. Il dit à Jean-Baptiste d'aller d'un côté, tandis que l'homme reste avec la fillette. Quand le garçon revient quelques minutes plus tard, après avoir fait le tour, la voiture a disparu, le mystérieux homme et sa sœur également. Une heure plus tard environ, à quelques kilomètres de là, il y a un accident entre deux voitures, une Renault blanche et une Peugeot grise. Pas le temps de faire un constat, la Peugeot ne s'arrête pas et la Renault est trop abîmée pour la suivre. Alors le conducteur demande à un autre automobiliste de la poursuivre justement pour parvenir à récupérer la plaque d'immatriculation, un peu comme dans les films, quand tu rentres dans un taxi et que tu dis « Suivez cette voiture !» Ne la perdez pas de vue. On va réussir à récupérer la plaque, et dans l'après-midi, cette voiture qui fuyait, cette Peugeot grise, elle est débloquée après avoir été embourbée, pas très loin de là, dans une champignonnière. C'est comme ça qu'on appelle l'endroit où on cultive des champignons. J'ai appris quelque chose, je ne savais pas que ce mot existait. Avec cette chaîne, non seulement je découvre des tueurs, et en plus j'apprends des mots pour performer au Scrabble. C'est mamie qui va pas être contente. Quand je dis mettre sa rouste. Avec la plaque d'immatriculation, la police met donc la main sur l'identité de ce chauffard, Christian Ranucci, 20 ans, qui vit sur Nice, et qui est arrêté d'ailleurs chez lui pour répondre de ce délit de fuite. Soit dit en passant, ne fuyez jamais un accident. Le délit de fuite, c'est le pire délit qu'on peut faire sur la route. Croyez-moi, j'ai déjà plus que 7 points sur mon permis après 5 ans de conduite. Vous m'imaginiez pur et innocent? Et non, je suis un bad boy. 4 points à cause d'un sens interdit. Moi je ne perds pas un point par-ci par-là, moi c'est 4 points d'un coup. Bim, on perd pas de temps. Entre-temps, des témoins qui ont vu soit l'accident, soit Christian dans la champignonnière, commencent à faire remonter aux enquêteurs un possible lien avec l'enlèvement de Marie-Dolores, puisque selon certaines sources, il y aurait eu une présence enfantine dans la voiture ou alors à proximité de notre homme à l'extérieur. On envoie donc des inspecteurs fouiller la zone de la champignonnière, avec notamment l'aide d'un chien renifleur, et on va finir par retrouver un pull over rouge, un indice dont on va parler plus tard, mais qui va faire couler beaucoup d'encre. Et surtout, on finit par tomber sur le corps de la fillette, le visage est tuméfié, elle aurait été frappée à coups de pierre, puisqu'on voit du sang sur les cailloux qui sont à côté, et elle a également été poignardée 15 fois, d'après le médecin légiste. On saisit la voiture de Christian, cette Peugeot grise, et on retrouve à l'intérieur un cheveu qui pourrait être celui de la jeune fille. On a aussi un pantalon qui est taché de sang, et qui est du groupe sanguin A, qui est celui de Christian, mais aussi celui de Marie-Dolores. Malheureusement, à l'époque, on n'a pas des analyses ADN aussi pointues qu'aujourd'hui, sinon on aurait pu avoir des réponses bien plus précises, et on n'aurait pas laissé l'affaire être envahie de doutes et d'imprécisions, comme ça va être le cas. Ranucci est accusé du meurtre de la fillette, et il va finir par le reconnaître, et il dit que l'arme du crime, le couteau, a été laissé sur place, et il sera d'ailleurs retrouvé à l'aide d'un détecteur de métaux. Mais en parallèle, certains accusent la police d'une mise en scène pour avoir retrouvé l'arme du crime, des procès-verbaux comporteraient des erreurs. Après coup, Christian va aussi être soupçonné, dans les environs de Nice, d'une tentative d'enlèvement et d'un enlèvement quelques mois seulement avant ce triste crime, ce qui peut potentiellement renforcer sa culpabilité. Mais finalement, Ranucci se rétracte et il plaide l'innocence pour le meurtre de Marie-Dolores. Il évoque des tortures en garde à vue pour avouer, mais il sera malgré tout déclaré coupable. Son comportement au procès, qui est froid et distant, ne l'aide pas à améliorer son image et il est condamné à la peine de mort. Il demande la grâce du président Giscard d'Estaing qui lui sera refusée, et donc il sera bel et bien l'avant-dernier prisonnier français à être exécuté. Certaines rumeurs disent que les derniers mots du condamné auraient été « réhabilitez-moi », pour qu'on puisse, même après sa mort, essayer de laver son honneur. Parce que cette affaire, elle ne va pas s'arrêter là. Déjà, il faut savoir que les parents Rambla ont été défendus par Gilbert Collard,
qui est aujourd'hui député Rassemblement National, mais qui, en tant qu'avocat des parties civiles, n'a pas voulu réclamer l'exécution du suspect. Robert Badinter, qui finira par officialiser l'abolition de la peine de mort comme garde des Sceaux quelques années plus tard, avait lui aussi trouvé à cette époque que la mise à mort était contestable. Ça ne remettait pas en cause la culpabilité de Ranucci, mais on pouvait trouver qu'il y avait quelques zones d'ombre dans le dossier pour envoyer avec certitude une personne à l'échafaud. Les 3 demandes de révision du procès ont été rejetées par la justice, mais certains continuent de défendre que Christian n'était pas coupable. En 1978, le livre sur le pullover rouge est publié et il va commencer à faire apparaître l'idée que Ranucci pourrait être innocent et qu'il aurait pu être condamné pour rien. Ce vêtement trouvé sur place, sur le lieu du crime, était apparemment trop grand pour Ranucci, qui en plus détestait le rouge. Et il y aurait eu au même moment un homme dans cette tenue qui importunait des jeunes filles à Marseille. Donc certains disaient qu'il s'agissait du même coupable, et que ce n'était donc pas Christian Ranucci qui avait tué Marie-Dolores. Vu le look du pull, c'est un fashion faux pas. Je ne sais pas ce que t'en penses, Christina? Là, je vais avoir une attaque, il faut pas faire ça avec moi. Hein. À la sortie de ce livre, le père de Marie-Dolores va voir son auteur, Gilles Perrault, lors de dédicaces dans des librairies marseillaises. Il déchire ses livres qui, selon la famille, salissent la mémoire de sa fille. Je ne sais pas si Gilles Perrault est de la même famille que Charles Perrault, mais il y en a un qui a écrit des contes pour enfants et un autre qui a écrit un livre en se servant de la mort d'une enfant pour se faire du fric. 2 salles, 2 ambiances. Un an après, Rebelote, un film dérivé du livre, sort en salle, et le père appelle les cinémas et les menace de poser une bombe si les projections sont maintenues. Dans le sud, on ne rigole pas avec les menaces. Oh putain. Le livre qui a fait tant parler a aussi insisté sur le témoignage de Jean-Baptiste, le frère de la victime, qui avait 6 ans à l'époque, et qui n'aurait pas reconnu Christian au moment où on lui a demandé si c'était bien l'homme qui avait enlevé sa sœur. On dit aussi du garçon qu'il serait un fin connaisseur de voitures, alors qu'il a 6 ans, oui, et que moi je galère toujours à faire la différence entre une Clio et une Twingo. Ça a 4 roues et un volant. Jean-Baptiste, lui, aurait déclaré que la voiture qui avait emmené sa sœur était une Simca 1100, alors que la voiture de Ranucci est une Peugeot 304. À ce rythme-là, le gamin te rajoutait la taille des jantes et la puissance du moteur. Moi, quand on me parle de Simca, je pense surtout à la chanson des Chevaliers du Fiel. Je te prendrai nu. Ça, c'est un témoignage que Jean-Baptiste va nier, et à l'époque, on évoque surtout une voiture grise. Et en plus, à sa décharge, les 2 modèles peuvent se ressembler. Surtout pour moi qui n'y connais absolument rien. La science n'a pas pu aider la résolution de cette affaire il y a 50 ans, et donc on peut se demander pourquoi ne pas le faire maintenant. Mais malheureusement, les scellés sont dans un très mauvais état, et certains ont même été détruits, comme le pantalon taché de sang de Ranucci. Donc on ne pourra pas faire parler les indices. C'est vrai que c'est dommage, on aurait aimé savoir qui avait pu porter un pull rouge aussi moche. À un moment, il y a même eu une rumeur comme quoi le coupable aurait pu être Michel Fourniret, décédé très récemment et dont on a parlé dans la dernière vidéo à cette occasion, vidéo que vous pouvez retrouver en cliquant juste ici. Le tueur en série avait pu passer ses vacances près de Marseille en 1974 et que l'enlèvement et le meurtre d'une fillette, ça pouvait coller avec le serial killer. L'interrogation était légitime et on ajoute même que Fourniret serait venu assister au procès de Ranucci, certains ayant cru le reconnaître sur des photos de la foule lors de l'audience. Mais tout ça va être réfuté par les enquêteurs en charge des dossiers. Imaginez donc le traumatisme pour Jean-Baptiste Rambla, qui a vu sa sœur être enlevée sous ses yeux, qui continue par la suite à mettre son assiette et ses couverts à table, qui vit dans une famille déchirée par le deuil, qui voit un livre sortir et qui tente de réhabiliter le coupable. Ça fait beaucoup, on est d'accord? Alors qu'il est au collège, durant un exercice de français, il va devoir travailler sur un extrait du livre Pullover rouge, et donc de rage, il va déchirer son livre de français et il va le jeter par terre, et il sera par la suite exclu quelques jours de son établissement. Lui, on peut le comprendre, c'est presque normal, j'ai envie de dire. Par contre, il y a pas mal de candidats de télé-réalité qui, eux aussi, ont jeté des livres en cours de français quand ils étaient au collège, mais eux, ils n'ont aucune excuse valable. K-L-M-N-O-P-Q-U-Q. Il grandit de travers, forcément, il tombe dans la drogue, cannabis, cocaïne, il ne cesse pas de se sentir coupable parce que son témoignage a été retourné contre lui et sert à jeter le trouble dans l'opinion publique, et il se dit aussi qu'il aurait dû être enlevé et mourir avec sa sœur.
Et c'est un peu comme si sa vie s'était également arrêtée en 74 avec celle de sa sœur, parce qu'il ne sera plus jamais le même. Cet homme finit par sombrer, mais malheureusement, il va emmener d'autres personnes avec lui. D'abord Corinne, une femme qui a grandi à côté de chez les Rambla à Marseille, et qui va finir par employer Jean-Baptiste dans sa propre entreprise au début des années 2000. Corinne est mariée, mais Jean-Baptiste va finir par devenir son amant. Un jour, une dispute éclate entre Corinne et Jean-Baptiste. Apparemment, leur liaison s'était arrêtée, mais ça dégénère peut-être à cause de la drogue que l'homme avait pu prendre juste avant, et il finit par tuer Corinne lors de cette engueulade en juillet 2004. Malgré l'horreur commise, il utilise quand même le téléphone de sa victime pour envoyer 2 SMS pour prévenir des proches qu'elle part en vacances à Ibiza afin de justifier sa disparition. Il cache le corps dans un sac de voyage qu'il va ensuite dissimuler chez son ex-femme dans le cabanon du jardin. Vous la voyez arriver, la petite référence à Francis Cabrel? Le cabanon au fond du jardin. Ah mais c'est une parodie de Laurent Gérard. On apprend vraiment beaucoup de choses aujourd'hui. Le problème, c'est que 7 mois plus tard, le fils de Jean-Baptiste, qui vit chez sa mère à ce moment-là, réclame sa trottinette et sa mère va lui chercher dans l'abri de jardin. Et elle tombe donc sur la tête de la victime qui sort du sac et le corps, le cadavre, est en partie calciné. Et quel choc pour la maman de trouver une tête entre le skateboard et le vélo à roulettes. La femme prévient la police et elle appelle son ancien compagnon pour lui demander de venir chez elle pour l'aider car il y aurait une inondation. Simple stratagème pour faciliter son arrestation, puisque la police l'attendait sur place. Il sera condamné à 18 ans de prison, et il est d'abord incarcéré à la prison des Baumettes à Marseille, où Ranucci a été enfermé et exécuté. Jean-Baptiste va bénéficier d'une libération conditionnelle en 2015. C'était un prisonnier modèle, et c'est aussi pour ça qu'il est sorti plus tôt, car il avait un projet de réinsertion professionnelle. Les psychologues qui le suivaient avaient donné leur accord, tous les signaux semblaient au vert. Et pourtant, ça n'a pas empêché la récidive. On retrouve le corps de Cynthia, une jeune Angolaise de 21 ans, à l'intérieur de son appartement à Toulouse le 27 juillet. C'est dans cette ville que Jean-Baptiste avait décidé de refaire sa vie. Ces 2 meurtres auront lieu durant un mois de juillet. Alors je ne sais pas si c'est fait exprès, ou bien si c'est la chaleur qui lui monte à la tête. Sa victime baigne dans une mare de sang sur le sol. Ses amis et sa famille avaient tenté de sonner à la porte et de l'appeler, mais personne ne répondait, et ils ont donc appelé les pompiers qui vont faire cette terrible découverte. Sa mort a été très violente. Jean-Baptiste l'a frappé à la gorge avec un cutter, et les plaies sont très profondes, si bien qu'elle est presque décapitée. Il est rapidement suspecté, car il est filmé par une caméra de surveillance à proximité. Il nie tout d'abord les faits, mais quand le résultat des analyses ADN des traces génétiques sous les ongles de la victime arrive, le profil de Jean-Baptiste ressort, vu qu'il était déjà affiché à cause de sa première condamnation. Ces derniers temps, il avait recommencé à consommer de la cocaïne, et il était devenu paranoïaque, et donc il était monté dans cet immeuble parce qu'il se croyait espionné depuis l'une des fenêtres. Et le pire va se produire. Il monte jusqu'au 4e étage, il aurait pu s'arrêter avant, mais il ne s'arrête pas avant. Il toque sur cet étage à la porte de gauche et à la porte de droite, et c'est la porte de droite qui s'ouvre en premier, et donc il décide de s'en prendre à la personne qui se présente face à lui. Après le meurtre, il va essayer de nettoyer ses traces, et il met le bordel dans l'appartement pour faire croire à un cambriolage qui a mal tourné. Il a agi sous une impulsion, mais il arrive en même temps à garder une certaine lucidité pour brouiller les pistes. D'autant que quelques heures plus tard, il achète un billet de train pour Marseille pour aller rejoindre sa sœur en vacances. Il dira aux enquêteurs que c'était pour dire au revoir à sa sœur parce qu'il savait qu'il finirait par être arrêté. Un dernier pastis au soleil avant de partir à l'ombre. Les explications du meurtrier, elles sont terribles parce que Cynthia a été une victime au hasard. Autant il connaissait Corinne, autant il ne connaissait pas Cynthia. Ça aurait pu être n'importe qui, et il explique qu'il a fait payer à sa victime la haine qui bouillonnait en lui depuis des années, et il a fait à la jeune femme ce qu'il avait rêvé de faire à Gilles Perrault, l'auteur du Pullover rouge. Il est toujours furieux, révolté contre cet écrivain qui a, selon lui, innocenté le meurtrier de sa sœur. Jean-Baptiste va être condamné en première instance à la perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans, mais il a fait appel de cette décision parce qu'il a encore envie de parler de lui, mais surtout de parler de sa sœur. Le problème dans cette histoire, c'est qu'il ne faut pas tout mélanger. Le drame de Marie-Dolorès est terrible, et Jean-Baptiste a été une victime pour ça, mais malheureusement son statut de victime n'excuse pas tout, et les familles des 2 femmes qu'il a tuées ont eu un peu le sentiment de passer en quelque sorte au second plan, puisque l'ombre de l'affaire Ranucci planait sur les 2 procès. Et Jean-Baptiste Rambla ramène tout à sa sœur. Il a besoin d'en parler encore et encore. Sur son téléphone, il dit qu'il a une photo de la tombe de Marie-Dolorès, car il ne peut plus aller se recueillir au cimetière quand il est emprisonné. On lui reproche de penser à lui, à sa peine et à son traumatisme, qui est réel bien sûr,
mais il se voit uniquement comme une victime, alors qu'il a lui aussi causé de terribles souffrances. Il a déchiré des familles innocentes qui n'avaient rien demandé. Et c'est sûrement ça le plus triste, qu'un crime commis il y a presque 50 ans et qui a déchiré une famille entière puisse encore aujourd'hui continuer d'endeuiller d'autres pères et mères. C'est élémentaire.